Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un vent de révolte. C'est assez compliqué de gérer les enfants qui sont à la fois absents. Toujours pas de masque digne de ce nom fourni par l'éducation nationale. Ceux qui sont à l'école mais qui sont pas venus depuis plusieurs jours. Les enseignants se payent leur propre masque, ils se payent leur gel hydroalcoolique. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. La mobilisation s'annonçait importante, elle l'a été. 75% de grévistes pour le SNU, IPP, FSU et 38,5% selon le ministère pour protester contre la valse des protocoles sanitaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Ils dénoncent une pagaille indescriptible dans les établissements scolaires où les mesures pour endiguer les contaminations ne cessent de se succéder les unes aux autres. Un mouvement soutenu par certaines associations de parents d'élèves comme la FCPE. Une grève qui n'est probablement pas que la conséquence des changements de protocole sanitaire, mais aussi pour protester de la manière dont l'école est organisée, ou plutôt désorganisée, par l'épidémie depuis 2 ans. D'où notre grand débat. Les enseignants ont-ils raison de faire grève? Et vous êtes 79,5% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Céline Peccini, secrétaire départementale adjointe du SNU IPP Bouches-du-Rhône, professeure des écoles et directrice. Céline Peccini, bonsoir. Bonsoir. 75% de grévistes pour le SNU IPP FSU, votre syndicat, 38,5% pour le ministère. Qui est nul en maths entre les deux? Écoutez, il faudrait faire le tour de chaque école individuellement, mais je peux vous garantir que toutes les écoles que j'ai sondées, on est entre 66 et 75% de grévistes, et on va même jusqu'à 50% des écoles du département qui annonçaient avoir presque une fermeture complète d'écoles. Philippe Bilger. Madame la directrice, pardon d'élargir un petit peu par un propos politique. Je sais que les enseignants ne sont pas naturellement favorables au pouvoir, en général. Hein. Mais là, je dois dire, même si je ne connais pas le problème comme vous-même le subissez, j'ai l'impression que cette grève est totalement justifiée. Il me semble de l'extérieur qu'en effet les protocoles sanitaires à l'école ont de quoi déstabiliser n'importe qui, même quelqu'un de doué pour la désorganisation. Deuxième élément, il me semble que peut-être à la longue, derrière tout cela, il y a votre volonté de stigmatiser le manque de considération qui est attaché à ce superbe métier d'enseignant et de directeur d'établissement. Donc, si mon soutien vous importe, je vous le donne, mais en fait, j'attends avec impatience vos explications plus techniques sur la raison fondamentale de votre ressentiment collectif d'aujourd'hui. Céline Peccini, qui est heureuse d'avoir déjà le soutien de Philippe Bilger. Très heureuse. Écoutez, ça fait 2 ans qu'on porte l'école à bout de bras et on la porte avec passion. On est tous et toutes dans nos classes, on est tous et toutes dans nos écoles à faire en sorte que les enfants soient accueillis pour continuer à apprendre. Tout le monde le voit, je pense que c'est pas un secret. Aujourd'hui, on est toujours là, on a envie d'être là. On ne demande pas que l'école s'arrête, au contraire, on demande d'avoir les moyens pour pouvoir continuer à faire notre métier. Parce que là, notre métier, il perd de son sens. Moi, mes élèves, je les emmène se laver les mains, mais je ne sais même plus combien de fois par jour, mais c'est bien normal que je le fasse, on est bien d'accord. Mais pendant que je fais ça, je ne fais plus d'apprentissage. Je ne suis plus dans les apprentissages. Pendant que j'essaye de vérifier au portail le matin que les enfants qui sont cas contact ont bien fait un test et que ce test est négatif, et que les parents me fournissent une attestation sur l'honneur comme quoi ce test est négatif, pendant ce temps-là, je ne m'occupe pas de mes élèves, je ne m'occupe pas de mon école. Je m'occupe de choses qui ne relèvent pas forcément de mes compétences. Lydia Guirousse. Moi, je voudrais saluer
la mission en fait de professeur, et c'est vrai que depuis 2 ans vous êtes là et vous avez été présent dans des moments difficiles, et vous avez permis aussi à ce que l'école soit ouverte, ce qui est quand même ce qui a été assez rare dans de nombreux pays, et on sait que ce sont les enfants et les plus jeunes qui ont porté sur leurs épaules beaucoup et qui ont subi beaucoup depuis 2 ans à cause de la Covid, et sans doute il y aura dans quelques années des études pour démontrer que ça a eu un impact psychologique important, et y compris sur leur apprentissage. Ma question, c'est qu'est-ce que vous demandez, puisqu'effectivement le temps que vous passez avec ce protocole, et les protocoles évoluent aussi au gré de la situation et de ce qu'on sait du virus et de l'épidémie, effectivement ça prend sur le temps d'apprentissage, mais quelle serait la solution? Est-ce que le nouveau protocole qui est allégé avec ces 3 autotests, et je suis parent et j'ai pu constater depuis la rentrée à quel point c'était difficile, et les queues devant les pharmacies étaient interminables, et on ne savait pas si on allait pouvoir emmener son enfant à l'école ou si on devait le garder pendant 4 jours, notamment pour ceux qui sont à la crèche. Mais est-ce que vous voulez un retour à l'ancien protocole, c'est-à-dire on ferme la classe dès qu'il y a un cas contact, et on sait que ça a une répercussion sur l'apprentissage des enfants, et c'est pas bon de fermer les écoles, ou vous avez une alternative à proposer? Céline Peccini. On demande d'avoir les moyens de travailler. Après, il y a des choses qui pourront être plus ou moins réfléchies. Il y a des revendications diverses et variées. Au SNUIPP, on est plutôt pour la fermeture de la classe dès le premier cas de Covid dans la classe. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Un cas de Covid dans la classe, les élèves continuent à venir en classe, et ceux qui étaient contacts et qui seraient contaminés mais pas encore positifs continueront à contaminer les autres élèves. Ça va faire une école à plusieurs vitesses, parce que si aujourd'hui j'ai 78% d'élèves présents, la semaine prochaine j'aurai peut-être que 63, puis reviendront les premiers malades alors que les suivants seront malades. On aura vraiment une classe à plusieurs vitesses, qui fait que à cause de cette contamination en chaîne là, des enfants les uns sur les autres, finalement on a l'impression que l'école est restée ouverte, la classe est restée ouverte, elle n'est pas forcément restée efficace. Alors, vous trouvez que c'est plus efficace de fermer pendant une semaine pour tous les élèves, et que tous les élèves soient impactés, plutôt que d'essayer de maintenir une continuité? Mais la continuité, elle est hypocrite. La continuité, elle n'est que dans la garderie, elle n'est pas dans les apprentissages. Non, c'est pas le cas dans toutes les écoles. Ça va vraiment. Enfin, attendez, ça fait qu'une semaine qu'on est rentré, et là, pour le moment, il y a déjà des choses qui s'enchaînent, des absences qui se répercutent les unes sur les autres, un petit peu, vous savez, comme le jeu de domino. Et fermer la classe, ça va éviter de fermer les écoles, parce qu'au moment où on aura trop de contamination, c'est peut-être le risque qui nous pend au nez. Et ça, on ne le veut vraiment pas. Guillaume Rivalan. Je m'interroge, comme Lydia Guiraud, sur le fondement de votre proposition. On entend bien que l'agilité demandée au dernier moment soit compliquée, que l'administratif prenne le pas sur le rôle d'éducation, ok, mais il faut quand même reconnaître que l'objectif visé, celui que vous appelez comme étant hypocrite, est quand même de maintenir à flot maximum d'ouverture de classe. Et derrière l'ouverture des classes, c'est quand même l'organisation des familles, c'est quand même le travail, c'est quand même s'organiser en temps de crise, c'est aussi participer à l'éducation des enfants, même si c'est pas avec le niveau de standard de performance qu'on souhaiterait en temps normal. Et c'est là où, si vous voulez, je pense qu'il y a un problème et que vous n'êtes pas assez audible. Et finalement, la grève du jour, j'espère d'ailleurs qu'elle n'amènera pas un 50e protocole sanitaire, parce que ça aurait créé un cluster. On est qu'au 48e. Mais que 48e, au 49e. Mais s'il y en a qui doivent faire grève, à la limite, c'est les parents d'élèves, vous voyez, puisque ce sont eux qui sont quand même assujettis à la fois à l'organisation de l'école, mais aussi à la santé de leurs enfants. C'est vrai que je donne la parole à Céline Peccini, mais maintenant, parents d'élèves, ça vous donne limite un diplôme de laborantin hein, pour faire les autotests. Moi, je m'y suis amusé, c'est quand même un peu rock'n'roll. Céline Peccini. Alors, les autotests, ça simplifie énormément la vie des parents. Hein. Donc, il y a un assouplissement du protocole côté parents, côté école, ça n'a pas changé grand-chose. D'autres choses qui pourraient être mises en place, hein, c'est les allègements des effectifs dans les classes. On est bien d'accord que là, aujourd'hui, les élèves sont les uns sur les autres dans les classes. On a
On n'a pas les moyens de leur donner la distanciation sociale qui est requise dans les gestes barrières. En maternelle, vous imaginez bien que comme ils ne portent pas le masque, il n'y avait que la distanciation qui permettait un petit peu ces gestes barrières. On peut demander plein d'autres choses. On peut demander des masques plus efficaces que les masques tissus qui nous étaient distribués en début d'année. On ne nous distribue plus d'autotests pour nous, personnel enseignant, depuis que les vaccinations sont possibles. Alors peut-être que là, avec le retour des autotests pour les élèves, on peut espérer recevoir des boîtes d'autotests à nouveau dans les classes. Et enfin, et surtout, et ça on le dit depuis de nombreuses années, on manque énormément, cruellement, de personnel pour remplacer les enseignants absents. Parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, les enseignants aussi attrapent le Covid. Je viens de passer une semaine à l'école où sur 4 classes, j'avais 3 maîtresses qui avaient le Covid. Et elles les ont attrapées, je précise, dans des endroits différents. Elles l'ont pas attrapé ensemble, puisqu'elles l'ont attrapé pendant les vacances. Et sur ces 3 maîtresses, je n'ai pu avoir que 2 remplaçants et c'est déjà pas mal, vraiment. J'ai dû donc faire tourner les classes pour que ça se répercute pas sur tous les enfants. Parce que vous voyez, fermer les classes, ça m'intéresse pas de les fermer quand il manque des enseignants. Ce qui m'intéresse, c'est de les fermer pour éviter la contamination. Je suis pas favorable à la fermeture de la classe à tout prix. La fermeture des classes, moi je reste convaincue que ça reste un moment qui envoie quand même pas les bons messages aux élèves, qui ont l'impression, surtout ceux qui commencent à découvrir l'école, je pense aux maternelles et dans les petites classes, ils ont l'impression qu'à chaque fois on ferme dès lors qu'il y a quelqu'un de malade. Donc c'est quand même très particulier. Et puis tous n'ont pas la chance d'avoir des parents qui peuvent faire du télétravail, tous n'ont pas la chance d'avoir des familles stable aussi, donc c'est peut-être aussi parfois les exposer à une forme de maltraitance. Moi je suis vraiment, je salue l'action du ministre et sa volonté de maintenir les classes ouvertes et de ne pas céder à une forme de panique, d'autant plus que quand j'écoute certains médecins, ils nous disent que les enfants sont ceux qui ont la charge virale la moins importante. Voilà, et puis sur les chiffres, il y a 527 200 classes en tout en France et il y en a en cumulé qui ont fermé seulement 10 000, soit à peu près 2%. Donc c'est pas non plus énorme et ingérable avec ce protocole-là. Après, il faut pas, à mon sens, on est dans une période de crise. On est tous en train d'essayer de s'adapter au mieux. On doit se serrer les coudes, enseignants, parents, les élèves. C'est quand même quelque chose de difficile qu'on est en train de traverser depuis 2 ans. Il y a d'autres professions aussi qui sont en train de faire face à cette crise. On peut penser aux soignants. Il y a les entreprises qui doivent s'adapter avec le télétravail. C'est pas toujours facile. Je suis pas sûre que ce soit le bon moment pour avoir des revendications qui, quand je vous entends dans une partie de votre discours, me semblent être les revendications classiques, qu'importe le ministre, qu'importe les propositions qui sont faites d'un syndicat. En fait, c'est des revendications syndicales qui sont qu'on entend depuis toujours. Et à mon avis, que le ministre soit de gauche, de droite, du centre ou je ne sais où, j'ai l'impression qu'on les entendrait quand même, ces revendications. Céline Peccini. Je suis plutôt rassurée que vous disiez ça. En effet, on est là pour défendre l'école, quel que soit le ministre, qu'il soit de gauche ou de droite. En effet, on va rester. Ce que le ministre fait, j'ai l'impression que vous revendiquerez toujours la même chose et que ça ne sera jamais suffisant. Céline Peccini. Donc ça va pas être rassurant. Est-ce que, ben oui, c'est peut-être inquiétant. Ça fait longtemps que le nombre de remplaçants baisse dans les académies. Ça fait longtemps qu'on se rend compte que quand une enseignante ou un enseignant a la grippe ou la gastro, il n'est pas remplacé parce qu'on manque de personnel. Oui, c'est plutôt inquiétant, c'est vrai, mais je vous rejoins là-dessus. Je pense que là-dessus, vous pourriez venir militer avec moi pour dire que depuis toutes ces années qu'on n'embauche pas dans l'éducation nationale, c'est embêtant de se rendre compte qu'on manque de personnel. Oui, des départs à la retraite pas remplacés, ça fait un petit moment que ça dure. Guillaume Rivalan. Oui, enfin là-dessus aussi on peut en discuter parce que tout est relatif. On peut aussi mettre dans le pot le temps de travail, etc. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont été faites comme le dédoublement des classes qui permet aussi là d'avoir moins d'élèves en concentration dans une classe. Donc voilà, ce sont des débats interminables. Ne pensez-vous pas néanmoins qu'on a été toute la journée et vous au premier chef
comment dire, au premier rang d'un débat interne à la gauche, avec finalement comme artefact les enseignants. Et c'était bien dommage, puisque chacun avait son opinion. Jadot demandait la démission, Hidalgo est sortie du cortège parce qu'elle a été molestée, Mélenchon faisait des blagues. Bon, qu'est-ce que ça vous apporte en fait ? Céline Peccini. Vous diriez que votre mouvement est récupéré politiquement ou pas ? C'est possible, mais c'est pas nous qui l'avons récupéré, c'est un mouvement syndical au départ, c'est un mouvement d'enseignants, et je vais vous dire, c'est un mouvement syndical mais qui a été porté par les collègues non syndiqués aussi. C'est vraiment, c'est pas que les syndicats là qui expriment leur ras-le-bol et leur on en a gros comme on l'entend dans votre générique. C'est vraiment toute la profession qui est en souffrance, parce que bon, je vous entends dire que on a peut-être un peu tort, que c'est peut-être un peu alambiqué, mais je sais pas si vous vous rendez compte de la souffrance des collègues qui je vous l'ai dit en début, qui sont exposés, qui sont pourtant là, qui ont envie de travailler. Alors c'est bizarre parce que vous l'entendez peut-être pas quand je le dis, alors que vraiment on a tous et toutes très très envie de travailler, de tout faire pour nos élèves. Céline Peccini, on parle souvent des grèves renouvelables. Est-ce que la grève d'aujourd'hui est renouvelable ? Elle peut l'être. C'est-à-dire ça peut se réfléchir. Et on attend que tout le monde fasse le point sur la journée d'aujourd'hui pour en dire plus. Mais ce que je veux dire, les syndicats, il y a une unité syndicale ou il n'y a pas d'unité syndicale ? Oui, et je rajoute une autre question. Le ministre et le Premier ministre, d'ailleurs, reçoivent en ce moment des représentants. À partir de quel moment vous serez satisfait ? Vous direz c'est une bonne réunion, donc on arrête. Est-ce qu'il y a un geste, par exemple, ou deux qui vous permettraient de dire là, on est satisfait ? Ce serait bien qu'on arrête de nous mépriser, je pense. Ce serait vraiment la première des choses, c'est que on arrête de s'adresser aux enseignants par le biais de BFM Télé, alors que tout le monde connaît nos adresses professionnelles. Toute notre hiérarchie connaît nos adresses professionnelles, et d'ailleurs on reçoit des mails qui s'adressent à nous dans d'autres contextes. Donc peut-être qu'avant de donner les infos, des protocoles ou des décisions, peut-être que ce serait bien d'en parler aux enseignantes, aux enseignants, aux directeurs et directrices d'école. Ça, ce serait vraiment pas mal, parce que le dernier protocole avant la rentrée, là, le 2 janvier, il fallait payer un abonnement. C'était une erreur de communication. Oui. Ouais, c'était quand même pas joli, ça. Et surtout le dimanche soir, donner un nouveau protocole le dimanche après-midi, enfin en fin d'après-midi, début de soirée, je crois. C'était franchement assez maladroit. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà un point qui fait consensus. Très très court. Oui, non, mais je suis d'accord. C'était une erreur de communication que de communiquer dans le Parisien, et en plus avec un article qui est réservé aux abonnés. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, c'est finalement plus de considération et beaucoup plus d'échanges avec notamment la rue de Grenelle qui permettrait de faire redescendre et de garder toute la mobilisation dans l'intérêt des enfants de notre nation, pour lesquels vous êtes au service depuis tellement d'années. Peccini, le mot de la fin, mais en 30 secondes, parce qu'on a dépassé le temps. En 30 secondes, tout ce qui est dans l'intérêt des enfants. Et ça, j'aimerais bien que ce soit vu. Je voudrais tellement que tout le travail des enfants, des enseignants pour les enfants, soit reconnu. Non, donc cette grève, elle était aussi dans l'intérêt des enfants. On ne peut pas dire qu'elle n'était pas dans l'intérêt des enfants aujourd'hui. Je vous ai donné 30 secondes, vous en avez pris 15. Donc au moins, vous respectez vos promesses, et même plus. Merci beaucoup Céline Peccini, secrétaire départementale adjointe du SNU IPP Bouches-du-Rhône, professeure des écoles et directrice. Verdict sur Twitter, les enseignants ont-ils raison de faire grève ? Vous êtes 79,4% à dire oui. Vous aimez la Bretagne, les vraies voix ? Oui. On adore la Bretagne. Écoutez, La Rochelle, mais... avec Philippe, oui, vous êtes Rochelais, c'est normal. Là, on était dans les Bouches-du-Rhône, on va prendre la direction de Bovel. C'est dans l'Ille-et-Vilaine avec Philippe Rossi.